Géographie leçon 2, habiter dans un espace à forte contrainte. Question clé, comment les humains habitent-ils dans un milieu très contraignant? Hors des régions tempérées, c'est-à-dire les régions où les températures ne sont pas extrêmes, le climat rend l'installation humaine difficile. 2% de la population vit dans des espaces à forte contrainte naturelle et de grande biodiversité. Première partie, des humains peu nombreux dans ces espaces. Dans ces espaces, les habitants sont peu nombreux en raison des contraintes naturelles qui rendent toute activité humaine difficile. Ces contraintes peuvent être liées au climat, le froid extrême dans les régions polaires, ou au manque d'eau dans le désert chaud du Sahara ou dans le désert australien, et cela rend l'agriculture impossible. Ces contraintes peuvent également être liées au relief. En haute montagne, la pente et l'altitude sont des obstacles pour pratiquer l'agriculture. Enfin, ces contraintes peuvent être liées à l'isolement. Les îles, la forêt dense ou l'Inland 6 au Groenland sont des espaces difficiles d'accès. Ces espaces de faible densité peuvent être dotés d'une grande biodiversité. En effet, peu habités, ils sont faiblement aménagés par les humains. La faune et la flore en sont donc mieux préservées. Dans tous ces espaces, l'isolement implique des moyens considérables pour accéder aux ressources et pour échanger avec d'autres sociétés. Deuxième partie, des modes de vie adaptés et qui sont en évolution. Certaines sociétés qui vivent dans ces espaces à forte contrainte choisissent donc de s'adapter pour se nourrir, se vêtir ou se soigner. Par exemple, les Inuits, anciens chasseurs nomades, se sont installés dans des villes et des villages. Depuis très longtemps, les Inuits se sont adaptés en pratiquant la pêche, la chasse, l'élevage nomade. Ils ont aussi développé leur culture. Dans ces espaces à forte contrainte, des aménagements sont réalisés pour s'adapter aux contraintes. Ainsi, dans les régions de montagne, ici l'exemple de l'Himalaya, eh bien, on construit des terrasses pour pouvoir cultiver malgré la pente. En montagne, la pente et la neige qui sont des contraintes peuvent aussi devenir des atouts. Pour développer la pratique du ski et le tourisme, on aménage des stations avec des hôtels et des remontées mécaniques, comme ici aux Arcs dans le département de la Savoie. Aujourd'hui, les progrès techniques dans les transports, dans l'énergie ou dans les communications permettent de réduire l'impact de certaines de ces contraintes. Par exemple, dans les déserts chauds, l'agriculture est possible grâce à l'irrigation. Ici, dans le désert jordanien au Proche-Orient. Mais ces progrès techniques accentuent aussi l'exploitation des richesses, comme les nappes d'eau phréatiques, dans ces espaces. Au Moyen-Orient, cette fois, en Arabie saoudite, il existe des usines qui permettent de dessaler l'eau de mer et d'irriguer. Mais cela consomme beaucoup d'énergie. Troisième partie, des espaces exploités mais fragiles. On l'a vu précédemment, les contraintes naturelles peuvent devenir des atouts dans certains cas. La beauté des paysages, la richesse biologique de certains territoires attirent des touristes du monde entier. Certains espaces à forte contrainte, qui étaient jusque-là isolés, peuvent ainsi devenir attractifs. La situation est encore plus complexe dans les territoires riches en ressources naturelles, que ce soit les minerais, l'or, le bois ou le caoutchouc. En effet, l'exploitation de ces ressources peut être source de richesse, c'est vrai, mais aussi dégrader l'environnement, et on l'a vu dans l'étude de cas sur la déforestation de la forêt amazonienne. En résumé, les aménagements de ces espaces pour dépasser leurs contraintes posent aussi la question de la préservation de leur environnement.
Premier cas de figure, l'exploitation des ressources de ces espaces peut être polluante, exemple, les forages pétroliers dans l'océan Arctique. Enfin, ces aménagements peuvent menacer la biodiversité et les cultures des sociétés traditionnelles.